Amis confinés, bonjour! Épisode numéro 9 de cette petite chronique de GéoViral ou comment tenter de comprendre le monde en géographe avec le virus. Alors on me demande souvent pourquoi un géographe s'intéresse à ce point à un virus comme le SARS-CoV-2. Et en fait c'est assez simple à comprendre pourquoi la géographie s'intéresse aux pathogènes. Il s'agit en effet d'entités dont l'intervention est intrinsèquement spatiale, puisqu'elles se diffusent dans l'espace via les contacts entre les hôtes qu'elles contaminent. La géographie, depuis très longtemps, s'est servie des épidémies pour conceptualiser et modéliser le processus de diffusion spatiale. Et l'épidémiologie, dans une certaine mesure, est en partie une science géographique de la diffusion d'une pathologie. Rappelons au passage qu'un virus n'est pas un organisme vivant comme une bactérie, par exemple, car il a besoin d'un hôte à infecter pour se démultiplier et passer ensuite à un autre hôte vivant, que cela soit un humain, un animal, un végétal ou au demeurant une bactérie. Sans ce passage, la capside de protéines qui enserre un peu de matériel génétique, ici de l'ARN, c'est cela un virus, eh bien, cette capside de protéines ne subsiste pas longtemps. Ainsi, le virus est en lui-même contraint d'exister en se déplaçant. Il est donc un opérateur 100% géographique. S'il ne bouge pas, il disparaît. C'est cela aussi qui explique que lutter contre un virus oblige à des réponses géographiques, comme on le voit ces jours-ci, le confinement, la distanciation entre les humains qui, sans cela, risquent de se contaminer mutuellement. Ce mouvement de passage de corps en corps, de transmission, dure aussi longtemps qu'un virus trouvera un nouveau corps à contaminer au sein de la population dans laquelle il circule. Il ne cessera son activité que si l'immunisation de la population est suffisante, parce qu'assez de personnes auront déjà été malades ou qu'un vaccin efficace sera utilisé. On sait parfaitement bien qu'on peut faire disparaître un virus par un vaccin. En cas de bonne couverture vaccinale, un virus n'a plus assez de corps à infecter dans l'environnement proche de son foyer de diffusion, car il est neutralisé par le système immunitaire des individus qu'il contamine, et la transmission spatiale s'arrête. Alors celle-ci peut aussi s'arrêter si tous les malades dans un territoire infecté meurent rapidement. En effet, un virus qui tue vite et beaucoup est relativement plus facile à contrôler qu'un virus comme celui de la Covid-19 qui contamine de nombreuses personnes, mais tue peu et oblige à de longs traitements pour une petite fraction de malades. Un virus très mortel scie la branche sur laquelle il est assis, car il épuise ses ressources territoriales, en quelque sorte. C'est pour ça que les quarantaines très strictes de jadis étaient efficaces, par exemple pour la peste. La maladie épuisait alors la ressource de sa population hôte dans le territoire circonscrit de la quarantaine, une ville ou un bateau. Quand tous ceux qui pouvaient mourir avaient disparu, ou peu s'en faut, le virus disparaissait lui aussi. Notons que, aujourd'hui encore, lors d'épisodes d'épizootie, les pestes porcines et aviaires, par exemple, on peut décider très rapidement de sacrifier des millions d'animaux pour anéantir par anticipation le terrain d'expansion possible du virus à une très large échelle. On l'a vu encore récemment, par exemple, en Asie et en Chine. C'est très brutal, c'est très dérangeant, mais très efficace en termes sanitaires. Dans le cas de la pandémie que nous affrontons, nous commençons à comprendre que le virus est très loin d'avoir utilisé tous ses hôtes possibles. Nous réalisons chaque jour un peu plus que cette pandémie devient réellement globale. Le SARS-CoV-2 a vu s'ouvrir devant lui un marché
de milliards d'individus à infecter, ce qui mécaniquement provoquera un nombre important de victimes et de cas graves à traiter. Cela devient une évidence que nous devons nous préparer à une telle évolution. Même si des traitements pourront aider à atténuer les effets de la maladie, et si des vaccins pourraient être efficaces. Mais en matière de vaccins, on n'a aucune certitude sur la possibilité de créer un vaccin efficace. De surcroît, on sait que tout le monde n'accepte pas la vaccination, même lorsqu'elle existe, ou n'y accède pas facilement, pour des problèmes économiques par exemple. D'où la résurgence aujourd'hui de maladies qu'on pensait pouvoir éradiquer, comme la rougeole. Donc, sauf à se confiner jusqu'à ce que le virus disparaisse de lui-même. Et ce n'est pas réaliste, imaginons que cela dure des dizaines d'années pour arriver à cette disparition. Ou qu'une immunité de groupe s'impose rapidement, et pour ça il faut que beaucoup de gens tombent malades, d'où le déconfinement nécessaire, la mortalité qui en résulte et le nombre de cas graves qui augmente, etc. Ou alors qu'un vaccin soit massivement utilisé, mais ça peut prendre des mois à minima pour pouvoir en disposer d'un efficace, eh bien nous allons donc devoir sortir de nos tanières. On se rend en effet compte qu'on ne peut pas envisager de suspendre pendant des mois ou des années les services publics, les activités économiques, les échanges, la vie culturelle. Mais simplement parce qu'il est probable que nous ne supporterions pas un tel stress individuel et collectif, et que nous nous retrouverions sans aucune ressource plongés dans la plus cruelle des précarités, et ce à une échelle planétaire. Regardons déjà les menaces qui pèsent sur les populations les plus pauvres aujourd'hui, que le confinement mène en très peu de temps au dénuement extrême, à la famine, à la mort. Ainsi, chers amis terriens, nous devons apprendre à vivre avec le virus, à vivre avec la maladie et sa mortalité, à l'accepter, ce virus, dans notre voisinage. Et voilà poindre une deuxième raison de s'intéresser en géographe au virus. On se rend compte, à nouveau, avec la Covid-19, qu'une maladie influe nécessairement sur la spatialité de chacun, les pratiques spatiales de chacun, mais aussi sur l'interspatialité, les relations spatiales entre individus, celles que nous avons au dehors, en ville. Et qu'une maladie comme la Covid-19 influe également sur la cohabitation, la manière dont les sociétés organisent géographiquement la coexistence entre individus. Ainsi, dans le cadre de l'actuelle pandémie, on voit bien que l'enjeu, pour nous tous et toutes, et pour le géographe, c'est de réfléchir au problème suivant. Plutôt que de vivre dans la peur et le refus de sortir tant que tout n'est pas résolu, puisque rien ne le sera avant longtemps. Comment composer collectivement des manières de vivre nos villes et nos territoires en tenant compte de la circulation virale ? Et d'ailleurs aussi en tenant compte d'autres pathologies qui, au demeurant, n'arrêtent pas de faire souffrir et mourir. Ne serait-ce pas une occasion pour réfléchir collectivement à l'aménagement des espaces urbains, des transports publics, des lieux de travail, de commerce, de loisirs, de culture, de sport, afin qu'ils permettent de nous activer et de coexister sans nous contaminer massivement. Nous comprenons qu'il va en effet nous falloir nous distancier, c'est-à-dire réétalonner la métrique habituelle avec laquelle nous avions l'habitude de mesurer la bonne distance que nous adoptons avec les autres. Cette bonne distance, habituellement, varie selon les situations. Elle n'est pas la même selon les activités et selon la familiarité que nous entretenons avec autrui. Alors que l'épidémie va sans doute nous obliger à normer de manière plus homogène cette interspatialité, en imposant une distance standard, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, c'est encore discuté, donc en imposant une distance standard entre les individus, quelle que soit la situation, qu'on soit chez soi ou à l'extérieur, dans sa cage d'escalier ou au travail, dans un commerce ou dans un tramway.
Il va nous falloir aussi vivre possiblement avec des masques, ce qui va changer également notre relation spatiale à autrui, car nous ne verrons plus le visage. Vous savez, cet écran expressif qui permet habituellement de repérer l'autre, de le reconnaître éventuellement, de mesurer ses intentions, d'y provoquer un sourire, une marque de reconnaissance, de connivence, ou d'y trouver de la défiance. Il est possible que cela change radicalement notre manière d'être avec les autres. Que cela, par exemple, renforce le rôle du regard et de la manière dont nous regardons les yeux des autres, alors même qu'il est souvent culturellement délicat de regarder dans les yeux des inconnus dans la rue ou dans un bus. Bref, nous allons devoir requalifier nos règles de relations en public, réinventer le répertoire d'action de nos micro-géographies quotidiennes. Très très vaste travail. Et il faudrait s'attacher à ce que cela n'accentue pas la défiance entre individus, mais plutôt maintienne, voire renforce la civilité dont nous avons besoin pour la coexistence au jour le jour. Alors ce chantier important, pourrait-on éviter de le mener en se contentant d'attendre des règlements officiels? En France, on adore cela. Que l'État nous définisse des normes administratives abstraites et les fasse surveiller par la police. Eh bien, pourrions-nous faire autrement? Ne pourrions-nous pas réclamer, nous, cohabitants, de devenir des acteurs véritables de cette invention de nouvelles façons de coexister dans l'espace public, dans les transports, au travail, etc. Nouvelles façons de coexister entre nous et avec le virus. Et puis, nous savons que la pandémie est plus difficile pour les plus vulnérables. Personnes âgées, personnes pauvres souffrant de comorbidité, personnes exclues des systèmes de soins, personnes à la rue, réfugiés dans les campements. Nous le savons parfaitement. Donc ne pourrions-nous pas profiter de cette période pour réfléchir à l'attention collective que nous devrions porter aux plus fragiles? Et si cette idée de prendre soin d'autrui devenait non pas seulement une formule de politesse un peu inquiète en temps de crise sanitaire, vous savez, le fameux « prenez soin de vous » qui scande la fin de nos phrases, si cela ne devenait pas simplement une formule de politesse, mais un véritable programme social et politique permettant de mettre en œuvre une autre manière de concevoir l'organisation urbaine et son fonctionnement. Voilà qui nous permet de rappeler pour finir que l'urbanisme, qui est à la fois une science, une pratique et une politique de l'aménagement des villes, eh bien l'urbanisme a toujours eu à voir avec la question sanitaire. L'urbanisme contemporain doit beaucoup à la lutte contre le choléra au XIXe siècle, à la volonté de rendre la ville plus saine, de la purger des miasmes. Alors, à l'heure actuelle, on comprend bien la motivation des pouvoirs publics de lutter contre la pathogénicité de certaines situations urbaines. Mais on ne doit pas pour autant oublier que tout n'est pas réductible dans l'aménagement des espaces de vie à la problématique sanitaire. Ainsi, faut-il s'empresser, comme le font beaucoup de commentateurs aujourd'hui, de condamner définitivement la densité urbaine en elle-même, de trouver les transports publics potentiellement dangereux, de privilégier l'entre-soi, la citadelle domestique, de renoncer aux relations aux autres, à la fête, à la culture? Je ne le crois pas. Je pense qu'il serait prudent de continuer de tenter de comprendre la pandémie, parce que nous n'en savons pas encore assez. Et au passage, de garder toujours en tête une question. Sortirons-nous de cette crise en étant des cohabitants plus solidaires ou plus solitaires? La question reste ouverte. Je crois que vous comprenez où va ma préférence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quelques conseils de lecture, des classiques essentiellement. Ce très grand livre du géographe Peter Gould, The Slow Plague, A Geography of the AIDS Pandemic, publié en 1993, un fantastique livre sur l'épidémie de sida et sur la modélisation de sa diffusion. De Gérard Salem, grand spécialiste de géographie de la santé, un livre qui s'appelle La santé dans la ville, géographie d'un petit espace dense, Pikine au Sénégal, où Gérard Salem essaye de montrer comment la santé peut être utilisée pour lire la géographie sociale d'une ville. Ça a été publié chez Cartala en 1998.
Et puis un livre très étonnant de 1943, écrit alors que son auteur avait été éloigné par Vichy des responsabilités qui étaient les siennes, parce qu'il était trop impliqué à gauche. Donc un livre de Maximilien Sore, Les fondements biologiques de la géographie humaine, Essai d'une écologie de l'homme, un livre presque avant-gardiste où Maximilien Sore approche ce qu'il appelle le complexe pathogène, c'est-à-dire l'ensemble des conditions favorables au développement des organismes susceptibles de transmettre des maladies. Et c'est un livre très intéressant à relire à la lumière de l'actuelle pandémie. Voilà, j'ai été un peu long, pardonnez-moi. J'arrive bientôt au bout de ces chroniques, je pense qu'il en reste une à enregistrer, je crois que je cesserai au numéro 10. D'ici là, euh, continuons de confiner, ne confinons pas idiots, continuons de réfléchir, continuons de trouver des raisons d'espérer dans la suite, à partir du moment où cette suite, nous la construirons collectivement. À bientôt!